intitule cette leçon « Introduction historique sur l'activité portuaire de la côte camerounaise ». Après cette leçon inaugurale que le prince Moumoundé III aura donnée, nous aurons une courte pause et après la pause suivront des présentations, s'il vous plaît. Et nous commencerons par Madame Marie-Joseph Ekobena qui nous encadrera ou bien qui nous présentera la cartographie de la côte. Marie-Joseph Ekobena est une doctorante de l'Institut universitaire même et l'assistante également à la Fondation Afrique Avenir. Ensuite suivra le propos du Dr Sam Defora, qui est le président régional, et Kamunda, principal port de sortie des esclaves vers le Nouveau Monde entre 1750 et 1850. Voilà un peu présenter le programme de cette journée. Alors, sans plus attendre, nous allons procéder à la cérémonie officielle de lancement de ce séminaire. Alors, je vais passer la parole. Pour nous, ce séminaire se place comme une sorte de mise en bouche de la préparation de ce 150aire du port de Douala, d'ailleurs pour laquelle la Fondation Afrique Avenir occupe une place importante. La médecine, on forme nos médecins pour qu'ils écrivent des ordonnances de médicaments qui viennent de l'étranger. Comment vous pouvez faire ça? Mais on peut prendre n'importe quelle discipline. Parce que le médecin qui est formé au Cameroun, n'est-ce pas? Ce médecin-là ne sait rien sur l'héritage scientifique de la médecine en Afrique. Parce qu'on ne lui a pas appris. Et moi, je voudrais donc qu'on ait des bourses pour qu'on fasse faire des recherches ici pour le port autonome de Douala, enfin pour le port, nos ports ici. Est-ce qu'avant l'esclavage, est-ce qu'il n'y avait pas de... Comment était structurée la navigation ici? Quel rôle jouaient nos ports? Je dis bien avant l'esclavage. Quand j'enseignais à l'université de Yaoundé, j'ai donc décidé de mettre un groupe sur pied et nous avons fait le tour de tout le Cameroun. On est parti partout, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, etc. Pourquoi est-ce qu'on est parti? Nous avons sélectionné les vieux qui avaient encore leur tête bien fraîche et les vieux qui avaient entre 80 et 100 ans. On leur dit, bon, chez toi là, si tu es de Saint-Méliman, ou si tu es de Tcham, ou si tu es de Marois, c'était comment avant que les Blancs ne viennent. Et je vous assure, ce que ces vieux nous ont dit, nous n'avons vu ça dans aucun livre. Ça n'existe dans aucun livre. Parce que ce que nous avions, c'est ce que les colons ont raconté. C'est les colons qui sont venus. Ils ont écrit, et c'est ce que nous, on apprenait. Bon, maintenant, nous avons quand même publié 33 volumes. 33 volumes de ce que ces vieux ont dit. Mais on n'a pas fini le travail encore. Il reste encore à peu près une vingtaine de volumes à publier. Bon, vous voyez, et ça, c'est la recherche fondamentale. Et cette recherche fondamentale, il faut que les gouvernements camerounais, les entreprises, etc., comprennent que ce sont des urgences. Si on n'avait pas interrogé ces vieux-là, ils sont déjà tous morts. Hein. Aucun n'est plus vivant. C'était entre 81 et 86. N'est-ce pas, le professeur Dikoumé est assis là. On était ensemble, on a sillonné le pays ensemble pour avoir ces résultats de recherche. La guerre mondiale s'est terminée en 1919. Mais en 1916, tellement les ports de Bolabéry et les ports de l'autre côté, les gars étaient tellement bien organisés, ils allaient chercher des alliés et les Allemands n'ont pas pu tenir. Le rôle que le port a joué même pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vraiment, il faut. Et vraiment, je vous prie, monsieur le directeur,
donner quand même quelques bourses pour qu'on puisse avoir des jeunes qui font la recherche en basé en développement pour élucider toutes ces questions-là. Et telle ou telle entreprise ou bien au service du gouvernement. Bon, maintenant, vous avez aussi l'extension. Je crois que c'est ça qui est aujourd'hui le sujet principal, l'extension du port. Et là aussi, c'est vrai que vous avez beaucoup d'expertise, mais permettez que c'est une jonction avec la recherche fondamentale. Je crois que ça va, parce que quand on va essayer de faire à l'époque, les gens venaient on disait Congo en Congo, etc. Les gens venaient de là-bas pour créer les affaires chez moi. Bon, donc c'est pour dire que nous avons beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble avec les entreprises et la coopération avec le port et avec la ville de Douala. Ce sont des exemples qu'il faut fortifier, qu'il faut structurer. Et vous savez que ce genre de structure, ce ne sont pas des structures. Donc, mais nous autres là, demain on ne doit plus être là, il faut que la jeunesse, pour la relève, soit là. Et que quand un Chinois vient ou un Américain vient, qui se disent ah bon, on fait aussi des choses comme ça sur le sol africain. C'est vraiment ça notre ambition. C'est pour ça qu'il faut encourager ces jeunes, et il faut les promouvoir, il faut leur donner. Parce qu'ici, ils ont la structure. Même si ça ne paye pas de mine, comme vous voyez, ça ne paye pas de mine, mais le contenu de ce que nous faisons a quand même une certaine dimension. Voilà donc ce que je voulais vous dire très très brièvement, mais je voudrais vous faire voir un certain nombre de choses. Je ne sais pas si le micro externe c'est possible. Oui. Donc, s'il vous plaît, veuillez. Ok. Abou Bakari et à deux. Et vous voyez la carte que nous avons mise ici. Empereur du Mali de 1303 à 1310. 1300. Renonça au trône et s'embarqua avec 2000 navires, pas 200, avec 2000 navires et arriva en Amérique, au Mexique, en 1312. 80 ans avant que Christophe Colomb ne mit ses pieds en Amérique, le 12 octobre 1492. Est-ce que nous apprenons ça à l'école? Bon, ici nous avons ce côté droit et ce côté gauche. Ce côté droit, c'est les inventions des Noirs à des époques très anciennes. Et ce côté gauche, c'est les inventions, disons, de l'époque contemporaine. Alors, vous voyez, au début là, c'est Imhotep, le père de la médecine. Vous savez que quand les médecins font leur serment, on appelle ça le serment de quoi? Hippocrate. Or, tous ces gens-là sont... Mais mon enfant à l'école va dire que c'est le théorème de Pythagore ou de Thalès. C'est pour ça que nous apportons les preuves quand les chercheurs sont donc ici. Ils vont donc là, on leur présente tous ces documents-là. Et ce sont des documents qui sont en Europe ou en Russie, etc., où on peut trouver, nous on les ramène ici. L'os du Shango, les mathématiques, 22 000 ans avant Jésus. L'os du Shango, c'est République démocratique du Congo.
L'os du Chamboué, les Belges, quand ils ont trouvé ça, ils en ont fait un monument à la place qu'on a donné à Bruxelles, comme l'origine de la science. Mais ce n'est pas ce que l'enfant va apprendre chez nous. L'origine de la science n'est pas chez nous. Alors c'est pour ça que nous mettons tous ces exemples ici. Vous avez les universités. Par exemple, ce grand savant, Ahmed Baba. Ahmed Baba, c'est l'université Sankoré. L'université Sankoré, vous voyez ici, Baba né le 26 octobre 1556. Il y avait déjà une université au Mali qu'on appelait l'université Sankoré. Mais ce n'est pas ce que vous allez apprendre à l'école. Vous allez apprendre à l'école de l'université, c'est l'Europe qui vous apprend l'université. Donc, moi, je dis que ce sont des crimes scientifiques. Des crimes scientifiques parce que ce monsieur, vous allez voir, on ne va aller dans une salle où on lui apprend ça. Combien de livres il a écrit et qu'il a laissé? Vous avez entendu parler peut-être des manuscrits de Tombouctou. Nous travaillons avec la Savannah BCI qui a sauvé ces manuscrits-là parce que les djihadistes voulaient brûler tous ces manuscrits. On voit depuis quand ces manuscrits existent, même au début on croyait que c'était arabe, mais c'est comme nous utilisons aujourd'hui l'écriture latine. Mais ce que nous écrivons en écriture latine, c'est nous qui avons écrit. Bon, donc les manuscrits de Tombouctou, nous travaillons avec eux et ils nous ont promis que l'année prochaine, quand, si Dieu veut, que Africa Valley fête ses 40 ans d'existence, ils vont nous amener les manuscrits de Tombouctou ici au Mali, avec une exposition. Bon, voilà, ça c'est l'université. La constitution du Mali date de 1236. Les Français n'avaient pas encore de constitution. La Commonwealth n'existait pas encore. Alors, vous avez ici, demandez un peu. Merci. Bon, ce que vous voyez, les affiches que vous voyez là, c'est ceux qui ont résisté contre l'esclavage, contre la traite négrière. Parce qu'on nous parle de la traite négrière, mais difficilement de ceux qui ont résisté. De ceux qui ont résisté avant le départ, de ceux qui ont résisté dans les bateaux, de ceux qui ont résisté à l'arrivée. Et vous savez que le port de Douala et le port de Bimbia ont joué un rôle essentiel dans cette traite négrière. C'est bien que la taille de l'Afrique peut comprendre d'abord toute l'Europe, de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Les USA, l'Inde, la Chine, le Japon, la Grande-Bretagne, tout ça a de la place en Afrique et il reste encore de la place. Est-ce que c'est ça qu'on apprend à l'école? On apprend à l'école l'Afrique qui est petite. Mais c'est ça la réalité. Et nous avons fait beaucoup de travail en démontrant que Nachtigal était un criminel. Et le gouvernement nous a suivis, le gouvernement allemand nous a suivis. C'est pour ça qu'à Berlin, la place Nachtigalplatz, la place Nachtigal a été débaptisée. Et elle est devenue aujourd'hui place Douala-Mandabel. Ça, c'est un travail de plus de 20 ans. Voici la constitution du Mali. 1236. 1236. La charte de Toukango. La charte de Koumoudan-Fouga. Et dans cette, l'immunité diplomatique est garantie dans cette charte. Le droit de la femme est garanti dans cette charte. La protection de l'environnement est garantie dans cette charte. Je ne sais pas si Enoch vous dit quelque chose dans la Bible. Mais est-ce qu'on vous a aussi dit que Enoch est un noir d'Éthiopie?
Est-ce qu'on vous a dit ça? Que c'était un noir d'Éthiopie et qu'il a écrit son livre 9000 ans avant Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ utilisait ce livre et non comme son livre de chevet. Mais de ce côté du fleuve, Locke Priso, Mbappé a refusé de signer. Il a dit que lui ne signe pas, il veut rester libre. Et la fameuse phrase, c'était en pidgin, "No man by me, pull that flag down." Parce que quand le consul allemand est venu quand même mettre le drapeau à Bonabéry, il lui a écrit. Et les Allemands ont eu donc peur la nuit. Ils sont venus enlever le drapeau eux-mêmes. Et le lendemain, le bateau de guerre est donc venu bombarder Bonabéry. Mais Max Buchner, vous avez vu son livre de 1887 qu'on a exposé là-bas à la bibliothèque. Max Buchner dit donc qu'il a demandé à l'armée de ne pas bombarder, qu'il le laisse d'abord entrer dans le palais. Et quand il est entré dans le palais, il a donc trouvé la tour princière de Locke Priso, et il a amené ça triomphalement et devant tout le monde il a dit: voici mon butin le plus précieux, il ira à Munich. Et il est à Munich jusqu'aujourd'hui. Ça fait depuis 1998 que je demande aux Allemands, voilà maintenant, parce que les Allemands disaient que c'est un cadeau. Le musée de 5 continents affichait partout que c'était un cadeau. Et quand j'ai donc apporté ce que le consul lui-même a publié en 1914, qu'il a demandé à l'armée de ne pas bombarder, qu'il aille d'abord devant et qu'il apporte donc ça. Depuis donc 1998, je leur dis de ramener ça ici. Parce que ce n'est pas la guerre qu'ils ont pris ça. Et on est dans la bataille jusqu'aujourd'hui. Mais ils ont déjà accepté de renvoyer ça au Cameroun. Bon, et comme ils n'arrivaient pas à nous renvoyer ça, donc un jour, je suis allé à Berlin avec une délégation de 6 personnes, des avocats, des prêtres, etc. On a fait un rituel sur le tanguay. Et j'ai donc décidé de faire un tanguay exactement identique à celui qui a mené. Et c'est donc mon tanguay à moi. Et beaucoup de rois sont venus de plusieurs contrées du Cameroun pour qu'on enlève l'énergie du tanguay de Berlin pour l'introduire dans ce tanguay. Et c'est pour ça que tous les ambassadeurs, même ambassadeurs d'Allemagne, tout le monde vient faire les photos ici. Il y a eu une vie portuaire en termes d'environnement portuaire, mais surtout, il y a eu une vie portuaire en termes d'exploitation portuaire. Et c'est pour ça que nous devons comprendre que c'est vrai, l'exploitation portuaire moderne, ou comme il l'appelle la gestion portuaire moderne, repose aujourd'hui sur des outils qui ont été conçus ailleurs et qui nous sont enseignés. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes complètement ignorants de la gestion portuaire, parce que avant ces outils-là, nous avons eu nos propres outils. Ça veut dire que même dans le contexte actuel, nous sommes en capacité d'assumer la gestion des activités portuaires. Bon. Les sociétés anglaises de Liverpool, de Bristol et d'ailleurs, il y en avait 57. 57 ici au port avant la colonisation. Et j'ai mis ici avec tous leurs noms. 26 sociétés allemandes et plus de 56 sociétés anglaises commerçaient ici, mais dans ces conditions-là. Et avant même, voilà comment au niveau du port ici les choses se passaient. Comme ils n'avaient pas le droit de venir à terre, le marché se passait au niveau du fleuve. C'est-à-dire que les Camerounais apportaient leurs marchandises sur le fleuve, là où il y avait leur bateau était arrivé. Et c'est là que le commerce se passait. Parce que c'était tellement strict qu'ils ne doivent pas mettre leurs pieds sur terre. Ils ne pouvaient pas entrer sans une certaine autorisation. Le commerce se faisait dans l'eau. Et comment il se faisait donc? C'était de bord à bord. Et c'est pratique de bateau à bateau. Oui. Ces pratiques aujourd'hui qui sont répandues dans le monde contemporain, qu'on appelle les ship to ship, qui semblent être hors de notre portée, alors que nous avons pratiqué le ship to ship avant la colonisation.
Le problème que nous avons psychologique, c'est que pour nous, les choses ont commencé quand les Blancs sont venus. Bon, et comme les Blancs, le premier Blanc, c'était les Allemands, dont les choses aussi ont commencé complètement faux. On avait, mais ça, demain, on va en parler, on avait une cour internationale de justice ici, à Douala, qui réglait dans tous les litiges là, entre ces Européens et les Camerounais. The Court of Equity. On va parler de tout ça demain. Ils ont trouvé une monnaie ici sur place qui s'appelait le Krou. Et je ne sais pas si je n'ai pas dit ça dans mon intervention. Un Krou camerounais valait 40 Reichsmark, c'est-à-dire marques de l'Empire allemand. Et c'est comme ça que les choses se négociaient. Même après, quand ils se sont installés, ils ont fait des dévaluations, etc. Parce que cette monnaie-là les dérangeait beaucoup. Que nous, on a notre propre monnaie, et eux, quand ils viennent ici, il faut qu'ils se soumettent à cette transaction. Le gros problème avec l'Africain, c'est que l'Africain de base est dans une dynamique d'échange. Il est dans une dynamique d'échange, ce qui fait qu'il n'anticipe pas nécessairement la domination. Certes, il y avait des règles et tout, mais voilà, les autres, ils se sont bien pliés, ils ont bien étudié votre culture. Et aujourd'hui, ils la maîtrisent mieux que vous parce que vous avez vu les sources, Deutsche Schutzgebiet. C'est les Allemands qui ont vu les sources sur vous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont des données plus précises sur le Cameroun que les Camerounais eux-mêmes. Et forcément, vous partez avec une balle dans le pied quand vous négociez avec eux. Parce qu'ils vous maîtrisent plus que vous-même. Ici, là où vous êtes assis, c'était le Krou avec, c'est-à-dire c'était ça qu'on utilisait c'est-à-dire pour les transactions internationales. Alors, vous voyez que le Krou était divisé en 4 quais, en 8 pidgins, en 16 bars. Et voilà, quand les Allemands ont pris le pouvoir, ils ont de 40 marques, ils ont descendu ça à 20 marques. C'était la première évaluation, la toute première chose qu'ils ont fait quand ils ont pris le pouvoir, c'est d'évaluer qu'un Krou égale 20 marques et non plus un Krou égale 40 marques. Bon. Et on vous explique ici, avec un Krou, qu'est-ce qu'on pouvait acheter. Est-ce qu'on peut lire ou bien c'est tout petit aussi? Oui, je comprends. On peut bien voir là. Oui. Avec un Krou, on pouvait acheter en 1884 10 gallons d'huile de palme, 2 livres d'ivoire, 16 ballots à 2 yards de corn prince, 4 sacs de sel de 125 litres, 300 feuilles de tabac. Voilà. Avec un quai, 50 livres de palmis, avec un pidgin, 5 bouteilles de rhum, 25 manioc, avec un bar, on pouvait acheter un poulet ou une bouteille de bière de Hambourg. Bon. Et c'est-à-dire que c'était une réalité, c'est pour ça que je vous montre ça comme ça. Mais les Allemands, ça ne les arrangeait pas. Ce qu'ils ont donc fait, ils ont dévalué le Krou d'abord en 20 marques, ensuite ils ont dévalué ça en 12 marques, ensuite ils l'ont dévalué en 10 marques, après ils l'ont supprimé carrément. Pourquoi? La raison est ici. Die zunehmende Konkurrenz versteuerte jedoch durch die Vermehrung der Nachfrage den ursprünglichen Preis, sodass bald bis zu 2 Krou für 100 Kilogramm Pan gerne gezahlt wurde. Donc, ils disent que non. La concurrence est trop grandissante et le Krou est devenu trop cher. Le Krou camerounais. Et les Allemands se plaignent que la valeur du Krou camerounais est devenue trop chère. Et voici ce que le gouverneur Zimmerer écrit en 1992. En ce qui concerne l'entendement de nos intérêts allemands, nous concevons le pouvoir de protectorat dans le sens d'une protection des intérêts des Blancs contre la concurrence des Noirs. Vous entendez ce que le gouverneur dit? Je répète. En ce qui concerne l'entendement de nos intérêts allemands,
nous concevons le pouvoir de protectorat dans le sens d'une protection des intérêts des Blancs contre la concurrence des Noirs. Il ne dit même plus l'intérêt des Allemands. Il dit seulement l'intérêt des Blancs contre la concurrence des Noirs. Donc, conséquence, il dévalue. Vous voyez ici, c'était 40 marks, ça devient 20 marks. Et vous voyez comment c'était divisé ici. Un coup égale 25 marks, un cake 5 marks, un pigeon 2,5 marks, un bar 1,25 marks. Alors, d'évaluation 12 marks, d'évaluation 10 marks et interdiction de l'utilisation du cours. Suppression. Écoutez comment ils écrivent, ils disent. La valeur d'un objet marchand, dorénavant, négocié entre des non-indigènes et des indigènes, nous sommes devenus des indigènes, doit être exprimée en valeur monétaire du marque à partir du 1er octobre 1894. Il en découle, par exemple, qu'une facturation en gros ou à cette unité monétaire en dollars n'est pas autorisé, n'est pas autorisé. On vous compare au dollar. Je ne sais pas si vous en avez entendu. Il en découle par exemple une facturation en gros ou à cette unité, donc cake, pigeon, etc. Ou une facturation en dollars n'est point autorisée. Donc, suppression. Vous n'avez plus de monnaie. Elle n'est plus acceptable et on vous donne donc dorénavant le marque allemand comme seule unité monétaire. Et c'est depuis donc ce 1er octobre 1894 que vous êtes sous la monnaie qui n'est pas la vôtre. Puisque les Allemands partis, les autres qui viennent, ils amènent leur monnaie. Et vous, de Gaulle a très bien dit ça au début. CFA, c'est la monnaie des colonies françaises d'Afrique. CFA, je pense que c'est ça tout le monde le sait, non? CFA, colonie française d'Afrique. Et jusqu'aujourd'hui, on est dedans. En 2024. C'est ça. Alors, la monnaie. Je dois dire que je ne peux pas répondre à toutes les questions. Et quand je suis parfois désolé et énervé, qu'on ne continue pas la recherche scientifique sur ces questions. Je vous ai dit que j'ai honte que ce sont mes résultats de recherche de 1970 que je donne. C'est quoi ça? Pourtant, nous avons des universités. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai essayé de me rapprocher de plusieurs chefs de département d'économie pour leur dire, mais pourquoi vous ne faites pas faire la recherche sur ces questions commerciales et monétaires avant la colonisation? On fonctionnait avant la colonisation. Donc, le coût, je ne peux pas vous dire quelles sont ses origines. J'ai dit ce que j'ai trouvé à l'époque. Comment on achetait les terrains, comment on achetait ceci. Mais il n'y avait pas que le coût, je vous ai dit, pour les monnaies coûts. Je crois que vous avez vu les monnaies coûts. Je vous dis, qui avaient Yoma Post, etc. C'est eux-mêmes qui décidaient. Je crois que les questions souvent c'est est-ce que c'était des. Comme nous avons la monnaie aujourd'hui, les pièces, je crois que c'est ça un peu que vous voulez savoir. Est-ce que c'était des pièces? Ça, je ne sais pas. Ce sont les valeurs que j'ai trouvées, que telle chose en coût tant. Vous avez vu la douane. La douane était en coût. La douane était en coût, mais on pouvait convertir ça en Reichsmark, en marque allemande. Donc moi-même, j'aimerais bien que vraiment nous ayons des bourses de master et de doctorat pour mettre les gens sur ces questions financières parce que c'est important. Comment est-ce que nous on vivait avant? Et au niveau, elle demande dans l'approvisionnement. C'est les lieux de où est-ce qu'on imprimait ça? Où est-ce qu'on. Mais
Je ne peux pas savoir, je ne sais pas. Ce sont des questions. La recherche, les gens doivent s'appliquer à cette recherche-là. Et vraiment, donnez-nous quelques réponses. Et la difficulté, vous comprenez bien, la difficulté aussi est au niveau linguistique. Ce n'est pas en français tout ça. Ce n'est pas en français, c'est dans nos langues. C'est dans nos langues et peut-être en anglais ou en pidgin quelque part. Peut-être en allemand. Donc, mais ça, ce sont des difficultés qu'on peut vaincre si c'est structuré, si on a des bourses pour permettre aux gens de travailler là-dessus. Et vraiment, je lance encore un appel au département de sciences économiques de notre pays, que vous ne pouvez pas enseigner l'économie en disant seulement ce qui se passe aujourd'hui et comment on peut faire, sans dire comment nous avons vécu au niveau, c'est-à-dire économiquement et financièrement pendant des millénaires. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est irresponsable. Comment est-ce que vous gériez chez vous quand les bateaux venaient? Comment est-ce que vous dites c'est ce qui est important? J'ai cherché cette nuit, malheureusement, je n'ai pas trouvé ça. Parce qu'il y a une photo que j'ai cherchée depuis longtemps du commerce ici à Cameroun, Town, du commerce, des commerçants qui venaient du monde entier, c'était bien avant la colonisation. Donc comment est-ce que... Bon, je sais que Verman était là un peu avant la colonisation, depuis les fins des années 60. Mais Seigneur, nos échanges commerciaux au niveau fluvial n'ont pas commencé en 1870. L'esclavage c'était à partir de 1400, etc. Donc c'est un peu ma réaction. Et là même, il serait important d'aller dans la recherche pour dire ok, Verman a fait ceci parce qu'on nous a montré là où il y a eu une négociation là, la case de Verman. Bon, mais comme c'est une question qui devient récurrente, moi j'aimerais bien qu'on mette un chercheur sur cette question-là, un chercheur sérieux, pas quelqu'un qui va faire du copier-coller, parce que c'est ça qui nous tue. Quand on veut écrire, on va faire du copier-coller, ce que les Européens ont écrit par-ci par-là, non. Le droit de la mer est cette branche du droit international public qui régit dans les relations internationales sur les mers et les océans. Parce qu'en droit international, on a le droit international public et le droit international privé. Comme en droit interne, on a le droit privé et le droit public. Le droit privé régit les relations entre les personnes privées. Le droit du mariage, le droit commercial, le droit des assurances, tout cela relève du droit privé. Le droit public régit l'organisation de l'État et les relations entre l'État et les personnes, c'est-à-dire le droit administratif, le droit constitutionnel. Vous votez, vous avez le droit de voter, c'est un droit une relation entre vous et l'État, les finances publiques, tout ça c'est le droit public. Au niveau international, c'est la même chose. Le droit international public va s'occuper des relations entre les États ou entre les organisations internationales, c'est-à-dire des entités publiques. Alors que le droit international privé va régir les relations entre des personnes privées, sur le plan commercial par exemple. Donc, en droit maritime, nous avons par exemple le droit du transport maritime. Et c'est là qu'intervient beaucoup plus les ports, le droit du transport maritime, le droit du commerce maritime et les conditions du travail des gens en mer, par exemple. Ça relève du droit international maritime, du droit maritime international. Le droit de la mer, quant à lui, régit essentiellement les relations interétatiques en ce qui concerne les espaces et les ressources en mer. Vous savez, en mer, il y a des espaces qui appartiennent à tel ou tel État. Il y a des ressources qui appartiennent plus ou moins exclusivement à tel ou tel État. S'agissant spécifiquement des espaces, on doit relever qu'en mer, il y a des espaces qui sont soumis
à la souveraineté de l'État côtier et des espaces qui sont soumis à ce qu'on appelle la juridiction de l'État côtier. En mer, on ne peut avoir droit aux espaces que lorsqu'on est État côtier. Un État enclavé, sans littoral, en droit de la mer, n'a pas droit de revendiquer des espaces en mer. En fait, à partir de ce qu'on appelle la ligne de base, la ligne de base, c'est cette ligne que forme l'eau lorsqu'il touche la côte. La ligne de basse mer, quand la mer se retire, là où cette ligne-là, c'est la ligne de base. C'est à partir de cette ligne, normalement, qu'on va définir les espaces maritimes devant être soumis soit à la souveraineté de l'État, soit à la juridiction de l'État. Le droit de la mer régit les espaces et les ressources. Donc, voyez d'abord ce qui est concerné par le droit de la mer. C'est les espaces et les ressources en mer. Qui est le propriétaire de ces espaces et ressources? Il y a deux types de propriétaires. Le premier, c'est l'État côtier. Si vous avez la chance d'avoir l'ouverture sur la mer, vous avez droit à des espaces que sont la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental. C'est votre zone que le droit de la mer vous reconnaît. Maintenant, les ressources qui sont dans ces zones vous reviennent aussi. Les ressources halieutiques pour la colonne d'eau, tout ce qui est poisson vous revient. Les ressources en hydrocarbures qui sont dans le fond de la mer vous reviennent. Donc c'est pour ça qu'il dit le droit de la mer régit les relations entre les États, j'ai bien dit entre les États, en ce qui concerne les espaces et les ressources en mer. L'autre propriétaire des biens en mer, c'est la communauté internationale. On a dit que la zone internationale des fonds marins est le patrimoine commun de tous les États. Donc c'est toujours les États. C'est toujours eux qui vont exploiter. Ça, c'est le droit de la mer. Espace, ressources, propriété. Le droit maritime s'occupe des relations entre des personnes privées en mer. Si vous achetez un bateau, vous allez naviguer en respectant le droit de la mer, mais vous allez transporter de la marchandise en application du droit maritime. Vous allez souscrire une assurance en application du droit maritime. S'il y a un contentieux entre l'armateur et le fournisseur de sa marchandise, ce n'est pas devant un tribunal de droit public qu'il faut soumettre, c'est le droit privé. Donc le droit de la mer, c'est le droit international public, alors que le droit maritime, c'est le droit international privé. Mais il y a des zones de chevauchement, comme je vous ai dit. Vous naviguez votre navire, vous respectez aussi les règles du droit de la mer, le droit de passage inoffensif, la liberté des mers. Le quartier Congo, merci. Les Français ont jeté le napalm sur le quartier Congo, même si le nid. Ce napalm brûlait. Ceux qui ne sont pas morts, le Cameroun les a, le gouvernement les a néanmoins, la municipalité aussi, relogés à New Delhi et à Uganda. Ensuite, certaines personnes nouvelles qui venaient étaient accueillies à Nouvelle. Mais là, c'était de manière spontanée. Parce qu'à Nouvelle, il y avait une nouvelle Bamandé, il y avait une nouvelle Bafoussa, il y avait une nouvelle Koussa. Donc, quand vous arriviez à Douala, vous alliez là où même nous venions. Vous alliez là où se trouvaient vos congénères. Comprenez? Aujourd'hui, la crise est telle que ni la municipalité, ni le gouvernement n'arrivent à faire quoi que ce soit. J'ai parlé de la pollution de la mer.
mangrove. En 1982, le gouvernement a sorti un petit texte sur la mangrove et depuis, il n'y a plus rien. Aucun texte sur la mangrove et les gens s'en donnent à faire choix. Ils saccagent la mangrove. Si vous construisez une usine à Bafoussam, n'importe quelle usine, et que la matière première doit arriver par le port, cette matière première doit être transportée jusqu'à Bafoussam. Ce sont des coûts qui n'existent pas lorsque vous avez votre usine à Douala. C'est pour ça que ces multinationales, parce que ce sont pour la plupart des multinationales, elles préfèrent construire à Douala parce que l'obsession des multinationales, c'est minimiser les coûts de production. Bouri, en comment ces gens, Bouri vient de Oli. Les gens originaires d'une partie des bords du fleuve, après Douala, sont des Oli en leur langue. Les Douala les appellent Ewodi. Ewodi, c'est un W. Et le W en allemand fait V. Hein? C'est une mauvaise prononciation de Ewodi finalement qui a donné Bouri. Le cas port ne pouvait plus exister à partir du moment où on avait interdit au Douala de faire le commerce. Il ne pouvait plus exister. Et c'est pour ça que les Français, les Allemands, pardon, ont construit leur port qui cadrait avec ce qu'ils voulaient faire du Cameroun. Les autres ports servaient les intérêts des Douala dans le rôle d'intermédiaire que les Douala jouaient entre la côte et l'île d'Irlande. Les Allemands ont confisqué l'économie du Cameroun, y compris le commerce, et ont mis de côté les Douala. Donc, ce port ne peut plus exister. Et deuxièmement, le port de Douala a été construit à l'emplacement où existait ce port. C'est-à-dire, si vous regardez aujourd'hui Bonandior, à quoi? Et une partie de Daïno, Bonandior, notamment, il y a plus d'eau là-bas, il y a bon. Ça, c'est les Camerounais, mais déjà du temps de voilà, avec la construction du port, ces gens ont été coupés du fleuve. C'est ça. Aquanor représente un peu ce que j'ai dit dans le passé, c'est-à-dire ce qu'on appelait Dibord, là où les pirogues accouchaient. Hein? Mais tout le long du fleuve, il y avait des endroits en fonction des villages où les pirogues accouchaient. C'était leur port. Hein? Moi, chez ma mère à Bonabataka, à Bonendalen, il y avait un endroit où toutes les pirogues accouchaient, à Bonabataka. Ça n'existe plus. Donc, c'était leur port. Yupoué, c'est un vieil endroit. Les gens croient que c'est un endroit récent. C'est un vieil endroit qu'on a essayé de réaménager. C'est un vieux port de pêche. Tout simplement, ceux qui allaient en mer, pour ceux qui n'allaient pas dans les villages de pêche, venaient laisser le produit de leur pêche à Yupoué. Si les coûts d'exploitation du port, les coûts d'exploitation du port se réduisent, cela pourrait peut-être toucher le panier de la ménagère. Je dis peut-être, mais ce n'est pas là qu'il faut s'attendre à ce que... Il est vrai qu'il y a l'importation d'un certain nombre de produits alimentaires. Mais ce n'est pas là qu'il faut s'attendre à ce que les paniers de la ménagère
soit touché. Et là où les aliments, les produits alimentaires, viennent de l'intérieur, dans des centres de production, est-ce que le prix de transport n'a pas augmenté du lieu de production à la ville? Vous qui êtes chauffeur de taxi, désormais nous payons 350 francs. Et je suis persuadé que quand vous transportez les femmes, leurs marchandises coûtent un peu plus cher qu'avant. Les femmes, les bayamsais là, quand vous les transportez, leurs marchandises coûtent un peu plus cher qu'avant. Mais elles répercutent ce qu'elles ont perdu sur ce qu'elles vendent. Et c'est humain, c'est tout à fait normal. S'il vous plaît, il y a une petite chose que j'ai oublié de dire. La société, en parlant de la société Douala-Ndao, c'est une incidence du port sur la société Douala. Vous savez que la société Douala était structurée. Au sommet, il y avait les nobles, et puis les hommes libres, et puis les esclaves. Les nobles habitaient les endroits les plus élevés, ces promontoires, appelés à Douala Midongo, du singulier Midongo. Les hommes libres étaient à Traoré, et les esclaves habitaient ce qu'on appelait le coton. Le coton, c'est la culture. C'était pour les empêcher, puisqu'on circulait surtout par voie d'eau, c'était pour les empêcher d'avoir accès au cours d'eau. Alors, lorsque on construit le port, on oblige les nobles à déménager et aller habiter, si ça c'est plus net à Akwa, parce qu'il y a une partie d'Akwa, de l'autre côté, je ne sais pas comment, l'autre boulevard, devant Akwa, à la sous-boulevard. La plupart des terres qui sont de l'autre côté étaient habitées par les gens. Donc ceux qui étaient des nobles lors du déménager, ils se sont mis avec les autres zones libres. Et puis quand la pression démographique a continué, ils se sont mis, jusqu'en 1902, les Allemands, de mettre un terme à l'esclavage, ils se sont mis avec les esclaves. Et cela a provoqué une espèce d'égalitarisme dans la société noire. Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile pour les nobles comme le prince Mandela, vous pouvez les rencontrer, mais combien vous pouvez rencontrer? Tous ces nobles, pères, Bonanjo, ce qu'on appelle aussi Bonanjo, on a pris ce truc-là. Il fallait qu'ils évacuent et qu'ils laissent la place aux Blancs. Et on a, les Blancs, il y a un professeur, j'ai publié son rapport dans un de mes livres allemands. Le gouvernement lui a demandé de faire une étude comment on peut séparer les Noirs et les Blancs. Alors il avait fait dans cette proposition et qu'il y ait une nouvelle ville qu'on va donc créer, qu'on va appeler Neuberg. En Douala, jusqu'aujourd'hui, on dit Neuberg, c'est-à-dire la nouvelle ville des Bergs. C'était dans les marécages. Et qu'entre donc cette nouvelle ville de Neuberg et la ville de Berg, il faut 1 kilomètre de no man's land où personne n'habite. Parce qu'il disait que les moustiques, les maladies des Noirs ne doivent pas toucher les Blancs. Il faut donc un no man's land de 1 kilomètre et
Donc, il n'a pas, donc on va évacuer donc tous les Cameroun, enfin les Noirs là. Et il faut qu'ils aillent donc dans la nouvelle ville des Bènes. Parce que les gens disent Neu-Bène aujourd'hui, ou New-Bène, ils ne savent pas que ça vient de là. Puisque Neu en allemand veut dire nouveau, nouvelle. Die neue Stadt der Bène. Donc Neu-Bène, aujourd'hui on appelle nouvelle. Donc c'est ça. Et c'est là où donc les rois se sont dit jamais. Vous ne pouvez pas venir, non seulement vous ne respectez pas tous les contrats, les traités que nous avons signés, avec toutes les conditions, vous ne les respectez pas, mais vous voulez maintenant même vous déloger. C'est pour ça donc qu'ils ont commencé à se battre et qu'ils se sont battus au Parlement allemand et qu'ils se sont adressés au gouvernement allemand. Donc ça, ce sont des choses de réalité. Des réalités, on n'apprend pas ça à l'école. Mon Dieu, qu'est-ce qui vous arrive? C'est trop. On apprend, c'est des petites choses comme ça qui étaient dramatiques, importantes. Beaucoup de gens sont morts, ont été assassinés. Et ce sont maintenant aujourd'hui les Allemands qui réhabilitent Laurent Kabel. Or, quand Laurent Kabel a été pendu, il y a 150 personnes qui ont été assassinées à Laurent. On n'en parle pas. Parce que quand ils avaient fait la guerre, et c'est pendant, après la guerre qu'ils prenaient ces choses-là, le Tanguay de mon grand personnel comme un exemple. Quand ils faisaient la guerre, les rois qui étaient vaincus, on les décapitait et les têtes, on envoyait ça en Allemagne. Donc dans ce musée-là, vous avez, quand vous allez à Berlin, il y a un hôpital. Dans cet hôpital, vous avez plein de crânes et de squelettes d'Africains qu'on a tués ici et qu'on a exportés. Donc, et c'est pour ça qu'on dit au gouvernement camerounais, attention, quand on réclame, il y a aussi les nôtres qui n'ont pas eu le rituel de l'enterrement. Mais leur tête jusqu'aujourd'hui, ils sont dans l'hôpital de la Charité. Par exemple en Allemagne, mais pas seulement en Allemagne. Est-ce que vous savez que c'était des grandes fêtes où on importait les Africains et on mettait ces Africains dans des jardins zoologiques en Europe, dans des zoos. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? On appelait ça les zoos humains. C'est les Africains donc qu'on importait des différentes colonies à Paris, à Berlin, etc. Et on les exposait et dimanche, les familles venaient donc dans ces zoos humains-là, comme les animaux, pour voir donc comment les Africains sont, ou vivent. Oui! Ça se passe. Et c'était en Allemagne, c'est Hackenberg qui était le grand spécialiste et il gagne beaucoup d'argent avec ça. Et le fils de Hackenberg, qui était donc le grand spécialiste de ça, après est devenu le directeur de zoo pour les animaux à Berlin. Alors c'est ça où je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Que dans nos écoles, on n'apprend pas tout ça. Parce que quand tu négocies, vous êtes donc en négociation avec l'autre, mais il faut savoir ce qu'il a fait de toi depuis. Donc, tous ces ossements-là sont à l'hôpital à Berlin, par exemple à l'hôpital à la Charité. Et Afrique Avenir Berlin est en train de faire le travail que non. Tout ça, il faut rendre ça aux Africains pour qu'ils enterrent les leurs dans la dignité. Mais pour ça aussi, il faut réveiller nos gouvernements que c'est aussi important, ce n'est pas seulement ces objets d'art, pour ainsi dire, parce qu'eux, ils ont dit objets d'art. Et nous, on leur a dit, ça, vous mentez, ce ne sont pas des objets d'art. Vous savez très bien, je vois que chacun a un village ici. Ces objets-là sont sculptés de manière artistique, mais ce sont des objets rituels. Pour la plupart, ce sont des objets de pouvoir, c'est-à-dire des rois, etc. C'est depuis que je viens à Afrique Avenir que je commence à apprendre des choses que je trouvais qui étaient pour moi inimaginables. Parce que moi, il m'est arrivé de demander
Pourquoi est-ce que nous avons attendu que les Occidentaux viennent avec leurs bateaux pour nous coloniser? Que faisions-nous entre-temps? On faisait quoi? De la chasse et de la cueillette? C'est ce qu'on nous a appris. Pourtant, j'apprends avec le prince qu'il y a des Africains qui sont partis avec 2000 bateaux de l'autre côté. Mais ça, on ne le sait pas. Et ça ne nous permet pas de développer un sentiment de fierté. Parce que vous avez l'impression, en réalité, que quelque chose, something wrong. Parce que vos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils vont faire à part attendre qu'on vienne leur taper tuer leur femme en esclavage? C'est ce que vous avez en tête. Là-bas, on enseigne l'histoire africaine. Mais chez nous, on n'enseigne pas l'histoire africaine. C'est un problème. C'est un problème. Chacun doit faire l'effort. S'il ne sait pas, ici il y a une bibliothèque incroyable. Le monde n'a pas commencé avec la chrétienté, avec Jésus-Christ. Quand on vous dit 3000 ans avant Jésus-Christ, l'histoire nous raconte qu'il y a une préhistoire. Il n'y a pas de préhistoire, il y a de l'histoire. Il n'y a pas de préhistoire. Ce qui se passe avant, c'était de l'histoire. Ce n'est pas une préhistoire. La préhistoire, c'est par rapport à eux, pas par rapport à nous. Nous devons faire un effort, je vous en prie, d'apprendre notre histoire, de savoir qui sont nos héros. Bon, voici ce que Victor Hugo disait, proclamait dans une grande réunion à Paris au mois de mai 1879. Cette Afrique farouche n'a que deux aspects. Peuplée, c'est la barbarie. Déserte, c'est la sauvagerie. Mais elle ne se dérobe plus. Au XIXe siècle, le blanc a fait du noir un homme. Non, le blanc a fait du noir un homme. L'Europe fera de l'Afrique un monde. Refaire une Afrique nouvelle, rendre la vieille Afrique maniable à la civilisation, tel est le problème. L'Europe le résoudra. Allez, peuple, emparez-vous de cette terre. Prenez-la. À qui? À personne. Prenez cette terre à Dieu. Dieu donne la terre aux hommes. Dieu donne l'Afrique à l'Europe. Prenez-la. C'est ce que Victor Hugo donc disait au mois de mai 1870. Est-ce que dans les écoles où vous avez appris Victor Hugo, on ne vous a jamais dit ce que Victor Hugo disait de l'Afrique et de l'homme noir? Voilà. Mais c'est Victor Hugo qui est au programme. Et tous vos ancêtres, tout ce qu'ils ont laissé en littérature, vous ne savez rien. C'est pour ça que je l'ai intitulé ce livre « Tu ne diras plus que tu ne savais pas ». Parce que toutes ces choses-là doivent être connues. Aujourd'hui, notre environnement côtier est relativement pollué et peu sujet à intérêt par nos décideurs. Et ici, donc, je mets vraiment un point sur ce sujet de l'environnement et de l'homme pratique. Parce qu'en réalité, comme pour le reste, les acteurs de l'économie réelle sont ceux qui transforment leur environnement. Et si les acteurs de l'économie réelle ne transforment pas leur environnement, personne d'autre ne viendra le faire à leur place. C'est pour cela que la dissémination des bonnes pratiques et des savoirs, que ce soit des savoirs traditionnels, parce que nous avons tendance souvent à minimiser les savoirs traditionnels, alors que ceux-ci sont quelquefois, lorsqu'on regarde avec un peu d'intérêt, infiniment plus contributeurs de développement, à condition de bien observer comment ça fonctionne, quels sont les changements internes qu'on peut apporter dans ces savoirs pour les faire avancer. Et donc, l'agriculture, naturellement, fait partie des activités d'écologie pratique. La pêche, y compris artisanale, avec l'élevage de certaines espèces courantes
Et là, les cours de l'Afrique centrale pour la nutrition, la gastronomie et la décoration des aquariums, etc. C'est rectifié d'emploi. C'est-à-dire que si le port autonome de Douala s'intéressait rien qu'à cet aspect, il pourrait mettre au travail au bas mot, allez, on va dire 5000 personnes chaque année, rien que dans les parties qui jouent sur la ville de Douala, sans aller très très loin. Au moins 5000 chaque année, d'emplois comme ça et participant à l'économie de manière dynamique. L'environnement côtier est compris comme un lieu de promotion des procédés de valorisation des ressources et de leurs dérivés. Ceci passe par un inventaire précis de toutes les espèces. Il n'y a pas eu d'inventaire précis. Il faut un inventaire. On ne peut pas lancer une activité économique à laquelle on assigne la mission de faire du développement endogène et du développement économique vertueux. On ne peut pas lancer ça si on n'a pas fait d'inventaire. Et l'inventaire, c'est quelque chose qui peut prendre un peu de temps et un peu de ressources. Juste à titre d'anecdote, je sors un peu de ce sujet pour parler d'un inventaire que je viens de faire à Bangouga. Bangouga, c'est un village à côté de Bangamti, à côté de Tonga. Nous avons entrepris de développer un projet agroécologique sur à peu près 1000 hectares. Et le simple fait d'avoir fait l'inventaire de la faune et de la flore dans cet espace, et d'avoir décidé, comme on était dans l'agroécologie, de ne rien brûler, nous a permis de dénombrer des centaines d'espèces médicinales utilisables immédiatement avec des valeurs monétaires très très supérieures comme si on était allé brûler. Parce que ça, on fait le brûler. En fait, vous commettez une grosse erreur. Vous brûlez la richesse et vous devenez pauvre. Après, maintenant, vous allez acheter l'engrais dans la boutique du coin parce que vous n'avez pas compris comment marche le monde, au moins la nature, tout le monde. Donc, maintenant, on a fait cette espèce de Bangouga qui était très, très prometteuse, très intéressante. Et nous pensons que de telles choses peuvent être transférées au PAD pour tout ce qui est de son environnement naturel, qui est un environnement qui est. Vous entendez tous parler des belles plages de sable blanc de Copacabana au Brésil, tout ça. Attendez, ce qu'il y a ici à côté, le Brésil, c'est jardin d'enfants. Si on décide qu'on va développer notre environnement avec les bonnes méthodes, le Brésil ne voit rien à côté. Parce qu'on a plus de ressources que. On a l'avantage d'être dans un environnement assez préservé, malgré tout. Malgré les taux de plastique qui viennent, mais si on décidait de les enlever, ce serait pas tout de suite. Alors, la mangrove, c'est oublié. La mangrove offre une protection contre les conditions météorologiques extrêmes. Aujourd'hui, on parle de changement climatique. Et la mangrove, en réalité, permet d'atténuer les effets du changement climatique, à condition que ce ne soit pas une mangrove délaissée, polluée, salie, brancolée, parce qu'on vient couper tout ce qu'on veut là-bas, ainsi de suite. On doit savoir ce qu'il y a dans notre mangrove. Et donc, tout ce qui est flore et faune aquatique, donc il faut valoriser tout ça. Et plusieurs projets innovants peuvent être développés à partir de ces mangroves uniquement. Alors, les programmes d'aménagement des ports sur le plan architectural, mais également sur le plan de la maîtrise des énergies douces, telles que l'éolienne, le photovoltaïque, la biomasse, l'hydroélectricité, les biocarburants, le recyclage et les carburants des grands navires qui, quelquefois, peuvent profiter d'une législation un peu souple pour déverser un peu au long large. S'il y a vraiment une politique de récupération et de recyclage, peut-être ça peut apporter beaucoup de travail et beaucoup de revenus. Les questions d'environnement et de climat, ce sont des enjeux mondiaux. Ce sont des enjeux mondiaux. C'est-à-dire, quelqu'un qui est à Taïwan peut très bien, avec son activité économique, impacter un mouvement de réchauffement climatique accru. Voyez-vous, la distance est énorme. On pourrait avoir tendance à dire, mais à Taïwan, il n'est pas à côté. Le monde est tellement petit. Et les phénomènes climatiques sont un. Il n'y a pas deux mondes, il y a un monde. Voilà. C'est pour ça que, bien qu'on recherche de l'autonomie financière, il faut toujours
observer les autres pour que les contributions soient les plus larges possibles. Un quatrième pilier qui est important, c'est la formation et la communication. Ce volet est capital, parce qu'en réalité, c'est lui qui va permettre de donner la visibilité et accélérer la mise en œuvre des projets. On fait souvent de très bonnes choses, mais quand il n'y a pas de communication puissante sur les choses qu'on fait, ben elles apparaissent comme inexistantes alors qu'elles sont là. Ça, c'est donc bien important. Bon, les 4 piliers, si je résume, le premier, ce serait de tout faire pour associer la puissance régalienne de l'État à travers la présidence de la République. Le deuxième, ce serait rendre opérationnel les ports centrales en créant un consortium. Le troisième, donc, ce serait donc la finance et la fiscalité digitalisée. Le quatrième, ce serait la formation et la communication. Donc, alors, en guise de petite conclusion, je dis petite conclusion, parce que j'ai fini de rédiger le texte tout à l'heure vers 9h45. Donc, je pense qu'il y a encore des choses à dire. Mais cette conclusion est une conclusion très provisoire. Un des déclencheurs de notre développement, tout secteur d'activité confondu, créé ou à créer, peut très bien partir de l'activité des ports d'Afrique centrale. Donc, du port de Douala. Regardez les prouesses économiques des petits ports de Singapour et d'Amsterdam, qui est petit en termes de surface. Très petit pays avec un peu de ressources, très peu de ressources naturelles. Mais avec une farouche volonté de dominer le commerce mondial. Il domine. À un moment donné, vous ne le savez pas ici, mais le Cameroun mange de l'oignon. On produit l'oignon au Cameroun. On a produit aussi au Niger. Mais pendant à peu près 3 mois dans l'année, nous ne mangeons que des oignons qui viennent d'Amsterdam. Sur la communication de masse, ok. Top management, je partage aussi cette approche-là du top management. Je pense que le top management doit être en permanence préoccupé par le down management, le down de l'en bas. Comme ça, la relation doit être comme ça tout le temps. On va prendre l'économie de façon générale, globale, avec le thème le port autonome de Douala, poumon central de l'économie. La mer, c'est une puissance économique. Celui qui commande la mer commande le commerce. Celui qui commande le commerce commande la richesse. Et celui qui commande la richesse commande l'économie elle-même. Donc, le port autonome de Douala, le port de Douala, est censé commander la richesse du Cameroun. Pourquoi? Parce qu'elle commande la mer. Alors, le titre parle de poumon. Que on soit clair dans ce qu'on a démontré, j'ai commencé par essayer de comprendre ce que c'est qu'un poumon. C'est quoi le poumon finalement? C'est simplement l'organe qui permet de respirer. On inspire et on expire. Et si on essaie de se projeter le port de Douala comme cet instrument qui inspire et qui expire pour le Cameroun, on va finir par répondre même à la question sans que j'ai besoin de trop développer. En même temps, c'est un organe qui est censé fournir l'oxygène et rejeter le gaz carbonique. Si on ramène ça à l'économie, on va dire que c'est donc un organe qui est censé aspirer pour le Cameroun des choses positives et rejeter hors du Cameroun toutes choses négatives. Si je dis que le port est un poumon de l'économie camerounaise, ça veut dire qu'il doit faire résonner le Cameroun. Mais résonner comment? C'est ce que nous allons voir dans l'explication. Donc, globalement, le poumon, voilà. Mais le poumon, il peut aussi être malade. C'est là où vous me pardonnerez de tirer un peu sur le corps à un moment donné, parce qu'un poumon, il peut être malade. La maladie, ce n'est pas quelque chose de prévu, ça peut arriver, comme les pannes, les coupures de l'électricité, etc. Ça peut arriver. Et c'est pour cela qu'il faut mettre en place des stratégies pour réagir en cas de pépin. Et donc, il faudra parler aussi du port dans sa dimension d'être entretenu et protégé. Et donc, qu'est-ce qui va nous amener, entre autres, ce port? Le port va créer des emplois. Alors, le port de Douala est au cœur de l'activité économique du Cameroun, et particulièrement de la ville de Douala. Il crée aussi bien des emplois directs que des emplois indirects. Direct, c'est pour ceux qui travaillent directement à l'activité du port,
Et puis il y a les directs élargis, c'est ceux qui participent à la maintenance sans être impliqués directement dans les activités même portuaires. Et puis il y a toutes les activités indirectes qui vont être autour, les entreprises, les restaurants, etc. Et puis il y a toute l'économie informelle qui va se greffer autour des activités du port. Alors, et puis après on va dans plus large, on voit les banques qui s'installent pour permettre les activités financières, on voit vraiment tout un tas d'activités qui sont nées de l'existence du port à Douala. C'est donc un mécanisme d'entraînement. Le port de Douala, c'est aussi un catalyseur de l'intégration internationale du Cameroun. Il a une importance stratégique par sa position. Il accueille la plupart des échanges commerciaux extérieurs. C'est l'un des ports qui a le plus fonctionné jusqu'ici. Il relie les pays enclavés d'Afrique centrale au reste du monde, en plus du Cameroun. En même temps, c'est bien, mais en même temps, ça doit appeler à réfléchir. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des ports concurrents. Ça, c'est d'un. Et que de deux, comme disait mon prédécesseur, on ne réfléchit plus Cameroun, mais on réfléchit CEEAC. Et si on réfléchit CEEAC, ça veut dire que nous sommes en concurrence avec les autres ports d'Afrique centrale. Donc, le Tchad pourra choisir de venir au Cameroun, ou de venir à Douala, ou d'aller à Kribi, ça c'est pour la compétition interne, ou d'aller dans un autre port d'Afrique centrale parce que voilà, la compétitivité, les prix, les délais et tout ça sont plus alléchants. Donc, le port de Douala ne devrait pas dormir sur ses lauriers, mais voilà, continuer à travailler pour développer ses propres atouts. Alors, pour sortir de ce rôle-là, de respiration, où il va gérer les imports, les exports et apporter des bonnes choses au Cameroun, le port de Douala contribue au PIB, ça c'est maintenant la dimension macroéconomique, à environ 6,2% du PIB par an entre 2016 et 2020. Donc, il nous désengorge par le biais de l'exportation de nos surplus de production qui ne sont pas consommés localement et il nous permet de répondre aux pénuries en faisant des importations. Donc, lorsque nous n'arrivons pas à produire suffisamment pour notre population, on est sûr que par le biais du port, on peut importer du riz de bonne qualité, par exemple. C'est un organe épurateur justement parce qu'il va veiller à la qualité de ce qui entre et à la qualité de ce qui sort de notre territoire. Et enfin, c'est un organe de résonance qui nous permet de nous positionner au niveau national et international. Donc, qui va positionner la ville de Douala à l'intérieur du Cameroun et qui va positionner le Cameroun dans l'Afrique centrale et même dans le monde port. Alors, le port peut de temps en temps souffrir de quelques problèmes que j'ai cités en vrac. Comment est-ce qu'on gère ce problème particulier? C'est à ça qu'il faut répondre. Et plus tard on peut trouver une solution et faire en sorte que désormais une classification qui s'appuie sur ce critère ne nous pénalise pas, mais quand même ça veut dire que ce problème-là, il est là, il existe, et fermer les yeux là-dessus serait un peu faire l'autruche. Ça veut dire qu'il existe ce problème et donc il faut trouver un moyen de le résoudre. Alors, quelques mesures à mettre en place pour transformer la vision du port autonome de Douala, que j'ai eu avec grand plaisir, faire du port autonome de Douala un port attractif, ce qui est important, compétitif et performant. C'est une très très belle vision. Et pour l'accompagner, peut suggérer deux ou trois choses. J'imagine que le port a déjà mis en place un certain nombre de choses, mais évidemment, le rôle du chercheur, c'est de continuer à faire des suggestions qui peuvent être prises ou pas par les décideurs, notamment l'innovation. Il faut essayer d'innover le plus possible en matière de procédures, de processus. Il faut digitaliser au maximum, réorganiser les compétences pour mettre toujours la bonne personne à la bonne place, faire de l'auto-évaluation pour ne pas justement être toujours en train de répondre à l'évaluation des autres.
C'est l'occasion de mettre en place un référentiel d'auto-évaluation, nous-mêmes à l'intérieur. Est-ce que nos pratiques, nos procédures, etc., est-ce que ça marche? Est-ce que nous-mêmes, les acteurs du terrain, trouvent que c'est efficace? Et vous aurez la surprise de voir qu'il y aura certainement des personnes qui vous diront que tel que ça fonctionne, ça ne va pas. Et comme disait Madame tout à l'heure, et je partage cet avis avec elle, ce sont les meilleures personnes pour trouver des solutions aux problèmes du peuple. Donc, il faut leur poser la question. Si vous ne leur posez pas, vous n'aurez jamais de réponse. Alors, il faut la transparence. C'est par là que j'ai commencé en disant que j'ai cherché les rapports du pacte. Et le dernier rapport que j'ai trouvé date de 2014. Chers amis, il y a 10 ans, ou 11 ans, nous sommes en 2024. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2014 et 2024? On va être obligé d'écouter les journaux, d'aller lire Éco Matin, d'aller lire je ne sais pas quoi, voilà, ou bien de venir demander au port, dans la mesure où on peut être reçu pour obtenir. Et Dieu seul sait que le temps de la recherche est très court. Donc, ce serait bien que ce type de rapport soit accessible en ligne pour tous les acteurs de l'économie. Le contrôle du personnel pour essayer d'éliminer les méfaits de la corruption. La confiance n'exclut pas la méfiance. Donc, on a confiance en son personnel, mais on fait quand même des contrôles. La formation des acteurs aux différentes dispositions qui existent. Et enfin, la mise en place, ou bien s'il existe déjà la vision d'une procédure de gestion des chocs naturels. Ça existe des chocs de l'imprévisible. Au cas où ceci arrive, comment est-ce qu'on peut faire pour que le délai d'attente soit pas très long, pour que ça n'aboutisse pas à la congestion, etc., etc. On se demande quelle est la vision de notre pays véritablement pour que les marchandises qui transitent pour satisfaire la demande intérieure et extérieure du Cameroun soient prises pour qu'il y ait un meilleur passage de ces marchandises. Parce qu'à un moment donné, on se demande, oui, le PAD fonctionne d'une certaine manière, mais quand on sort du port, on constate qu'il y a des embouteillages, il y a des routes qui sont mal entretenues. Pour le petit constat, je me suis rendu compte que les routes de Douala 5e sont mieux entretenues que les routes de Douala 1er. Et nous savons que le port se trouve à Douala 1er. Bon, et sur Douala 4e également. Sur Douala 4e. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment déplorable. Parce que je prends le cas par exemple de la route de la Fusséguet où il y a la place du défilé là. C'est une route qui est pratiquement toujours défaite. Je n'ai pas envie de dire gâteau. Parce que tout le temps, cette route, il faut la maintenir. C'est généralement la veille des défilés qu'on arrange. Je me pose des questions. Comment se fait-il qu'à Bonanjo, les routes soient mal entretenues, alors qu'à Bonanjo, ça dit les routes sont mieux entretenues qu'à Bonanjo? Ça n'a pas de sens. Je me pose des questions de savoir les budgets qui sont votés pour l'entretien de ces routes, est-ce qu'ils sont utilisés de manière efficiente ou efficace? Entre autres, l'éclairage public. Je suis parfois stupéfait de me rendre compte que ce qui éclaire nos routes à Douala la nuit, ce sont les magasins qui sont autour, au bord de route, et non pas l'éclairage public. Quand on passe dans le pont la nuit, sur le pont du bruit la nuit, on constate amèrement que le pont est obscur. Et qu'on est à même de pouvoir faire des accidents mortels très, très dangereux sur le pont du bruit. Et à un moment donné, je me pose des questions. Qu'est-ce que l'État fait concrètement pour faciliter le passage de ces marchandises qui permettent à l'économie camerounaise et même à d'autres économies environnantes de pouvoir vivre? Au port, si les routes ne passent pas, c'est fichu. Si il y a du personnel véreux, c'est fichu. S'il n'y a pas de bateau capable de faire les voyages, c'est fichu. S'il y a trop de corruption dans les routes, sur les corridors de transit, c'est fichu. S'il y a trop d'embouteillages, le délai de livraison sera beaucoup trop long. C'est fichu. Donc,
ce n'est que des concertations avec ceux qui sont responsables de l'entretien des routes, avec ceux qui sont responsables des contrôles routiers, vraiment, puisque le port lui-même, ça lui sert. Tout ce qu'il a fait, c'est de prendre ça comme une donnée et d'entrer en concertation avec ceux qui s'occupent des autres aspects pour essayer de trouver un terrain d'entente et améliorer ainsi la performance. Parce que, quoi qu'on en dise, si le poumon va bien, effectivement, comme vous avez expliqué, les autres voies ne marchent pas, on n'y peut rien. Et malheureusement, pour nous, dans un environnement concurrentiel, le client potentiel, ils sont occupants. C'est moi, j'ai un délai de livraison à respecter. Est-ce qu'en passant par Douala, je le respecte? S'il répond non, même si la voie ne met pas au port, il ne vient pas à Douala. Il va regarder à Kribi. Est-ce que si je passe à Kribi, ça passe? S'il répond oui, il passe par là. C'est tout. En fait, ce que j'ai retenu, c'est que je ne savais rien. Comme Socrate a dit un jour, je ne savais rien. Merci, le prince m'a appris beaucoup de choses. Donc, toutes ces années passées sur les bancs n'ont pas. Tous mes enseignants ne m'ont pas donné cela. Étant donné que les États africains ne voulaient pas eux-mêmes financer leur union, qui est, il faut le savoir, financée à près de 80% par des États occidentaux, le président Kagame a proposé aux Africains de retirer 0,2% chaque pays sur les importations extra-africaines et de reverser ces exportations 0,2% à l'Union africaine pour son financement. Et il y a plusieurs pays africains qui s'y sont opposés. Pourtant, ils ne dépensaient rien. Ça ne leur coûtait rien. Plusieurs pays sont opposés. Donc, on revient toujours à justement cette volonté de cette activité, parce que s'ils sont opposés, parce que certains ont pu penser à leur intérêt personnel, ils n'avaient pas d'intérêt à ce qu'il y ait une armée africaine, ils avaient d'autres maîtres qui préfèrent servir, parce que ces maîtres-là leur permettent de se mettre au pouvoir ou autre chose. Donc on revient toujours au même point, en fait. On revient toujours à cet égoïsme, cette activité dont je continue à penser que l'ennemi, ce n'est pas l'occidental, le méchant, ce n'est pas le blanc. Le problème, il est en Afrique, c'est à nous de le résoudre. Parce que même les occidentaux, comme je disais ce matin, parfois ne nous comprennent pas. Ils ne comprennent pas comment un continent de 54 États ne réussit pas à financer une institution. Ils le disent. I took me memory lane back when I was still in Form 5, when I was taught the German-Douala Treaty. But I just discovered that we were not told everything. What I learned here for these 3 days, in fact, I started coming yesterday, is nothing compared to what I learned in school. And I want to thank the Prince for the initiative he took with the Port Authority for us to get this knowledge. I only discovered that before the coming of the Europeans, we had a currency, like the bar, the cake. I just learned that yesterday. And I've been working at the Port Authority without actually knowing its origins. Before the white man came, we already had port, meaning they are not the ones who even taught us what we know today. We knew it. They just came and exploited what we already know and what we already have. Je pense que, comme vous ne le savez pas, il faut d'abord remercier le directeur Cyrus Mbongo. Je vous ai dit que c'est lui-même qui m'a appelé. Et quand je suis donc entré dans mon bureau, il me dit que je vous appelle parce que je vous ai vu à la télévision dire que vous avez une monnaie qui s'appelait le groupe et qui avait la douane ici. Il dit, je ne savais pas ça. Et c'est de là donc qu'il a dit que l'université de Douala, il avait confié le financement pour qu'il y ait des recherches au niveau doctoral, mais ça n'a pas donné. Et il a donc demandé si je pouvais donc essayer, si on pouvait s'entendre. Donc si on est là aujourd'hui, c'est parce que Cyrus Mbongo a eu d'abord cette idée. Au bout de ces 3 jours, nous avons tous beaucoup appris. J'avoue que moi-même, je pars d'ici beaucoup enrichi. Il est important que cette œuvre d'éducation
des Africains, je ne dis pas seulement de la jeunesse, mais nous sommes beaucoup ignorants, même les plus anciens de notre histoire. Et il est important que cette œuvre d'éducation des Africains se poursuive. Et pour cela, il est important de soutenir véritablement l'initiative d'une entité comme la Fondation Afrique à venir, qui malheureusement, comme l'a dit quelqu'un dans la salle, est très peu connue. Vous avez tous ces ambassadeurs aéronautiques. Certains ministres, comme j'ai dit au début, le ministre Pacifique, quand il est venu ici, il avait même pas de motard. Il est venu sans motard. Il est venu avec sa femme et ses enfants, discrètement. Il est resté presque 5 heures ici. Donc, et dans ce stade, c'est tout le monde qui parle. Donc, on vous encourage, après cette session, venez écouter pour vous-même et apporter vos enfants pour qu'ils profitent. Parce que c'est eux là, c'est eux qui vont prendre la relève. Voilà, donc merci infiniment vraiment de cette rencontre d'implémentation et merci surtout à tous les panélistes qui ont, malgré tous les reports, qui ont accepté d'être là. Et comme vient des Boloba ou de Rambo, etc., tout le monde a fait le déplacement. Merci vraiment infiniment.